Bonjour à tous et toutes. Je laissais une petite minute ou deux de grâce pour les retardataires qui voulaient se joindre à nous aujourd'hui. Mon nom est Merlin Vogel. Je vous souhaite la bienvenue à ce deuxième webinaire sur l'expropriation qui est présenté par le Centre québécois du droit de l'environnement. Ça me fait super plaisir aujourd'hui de m'entretenir à nouveau avec vous. Pour ceux et celles qui ont assisté à la conférence de mardi, on en profitait pour vulgariser les concepts juridiques relatifs à l'expropriation de droit, donc, et celle de fait ainsi que les principes relatifs à l'indemnisation. On a vu les bases mardi. Aujourd'hui, la conférence s'adresse à un public très aguerri. J'ai aucun doute que vous l'êtes suivant la conférence qui était un survol mardi et que ces bases-là vous permettront de saisir le sujet de notre discussion aujourd'hui. Avant qu'on ne débute, ma collègue va partager avec vous le lien du premier webinaire qui est en rediffusion, donc il est possible de le consulter, voire de le conserver dans sa boîte à souvenirs pour ceux et celles qui le souhaiteraient. On va aussi partager avec vous un lien vers l'Assemblée nationale, plus précisément vers la commission parlementaire de la Commission des transports et de l'environnement relative au projet de loi 22. C'est un lien qui vous permettra notamment de commenter le projet de loi si vous souhaitez le faire suivant les webinaires. Et je vous rappelle que la commission parlementaire débute le 14 septembre. Elle se poursuivra les 19, 20 et 21 septembre. La date limite pour déposer des mémoires à l'Assemblée nationale pour qu'ils soient pris en considération par la commission, les membres de la commission, est le 21 septembre. Donc, il n'y a pas de délai de 45 jours. On n'est pas en matière de consultation réglementaire. Je tenais à le porter à votre attention. Donc, je vous suggère de profiter des prochaines semaines pour prendre position sur le projet de loi. Aujourd'hui, comme je le mentionnais, nous irons beaucoup plus dans le détail par rapport au projet de loi 22. On va analyser la réponse législative que propose la ministre des Transports, Mme Geneviève Guilbeault, au phénomène de l'expropriation, notamment de l'expropriation de fait, mais aussi de l'indemnisation. Donc, on va regarder un petit peu les réponses qui sont proposées par le projet de loi. On ne reviendra pas cependant, comme je le mentionnais, sur les concepts de base, puisque le fait de résumer les concepts peut rendre la discussion encore plus ardue qu'elle ne l'est déjà. Vous allez voir qu'on va notamment aborder aujourd'hui la question de l'indemnisation, qui est un sujet assez complexe, on doit se l'avouer, assez aride aussi, à moins d'être un passionné de l'indemnisation. Alors, pour ce faire, je vais débuter par un survol du projet de loi 22. Au fur et à mesure, je présenterai aussi les recommandations du Centre québécois du droit de l'environnement pour chacune des dimensions que j'aborderai avec vous. Bien entendu, le survol aujourd'hui du projet de loi 22 ne saurait pas être exhaustif, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs concepts que nous n'aborderons pas, mais qui participent aussi du projet de loi. À titre d'exemple, on peut penser à la notion d'indemnité provisionnelle, donc une indemnité qui est accordée aux parties durant l'instance pour leur permettre de soutenir bon, les dépenses qu'elles encourent, notamment pour éviter des préjudices en la matière. Puisqu'on ne parle pas alors d'indemnité définitive, cette dimension-là n'a pas retenu l'attention du CQDE, je vous l'avoue. À la fin de la conférence, au courant de la journée, notre mémoire sera rendue disponible en ligne, accessible à tous sur notre site Web. Et je dois vous l'avouer, ce mémoire-là a un caractère très étoffé. Il fait 64 pages. Il est parfois même académique. Le motif pour lequel on a opté pour cette forme-là de mémoire, c'est qu'on se rend compte que l'expropriation est un sujet très complexe, bien qu'elle soit fréquemment abordée par les médias. L'expropriation suscite aussi beaucoup d'intérêt de la population, donc on souhaitait outiller le public, les gens, à prendre position, en fait, les outils pour qu'ils puissent prendre position de façon éclairée sur le projet de loi 22, ce qui n'est pas évident lorsqu'on plonge pour la première fois dans le sujet de l'expropriation. Le mémoire a aussi pour objet, bien entendu, d'éclairer et d'outiller nos décideurs, notamment les membres de la commission qui se pencheront sur le projet de loi 22. Et on souhaite qu'avec la révision jurisprudentielle qui est faite dans le mémoire, on puisse atteindre des recommandations, en fait, des intégrations au projet de loi qui replaceraient l'intérêt collectif en matière de conservation au cœur des préoccupations lorsqu'on parle d'expropriation. Donc, sans plus attendre, je plonge dans le projet de loi 22. Aujourd'hui, nous n'avons pas de présentation PowerPoint à proprement parler. Nous sommes plutôt dans un contexte où je vais vous présenter le texte du projet de loi lui-même. Je vais le projeter à l'écran, ce qui va me permettre de regarder avec vous un petit peu les réponses législatives qui sont présentées par la ministre. Donnez-moi juste un petit instant, s'il vous plaît.
Alors voilà, c'est le fameux jeu du partage des écrans, qui est toujours un peu plus complexe. Vous devriez voir à l'écran en ce moment le projet de loi 22 qui s'affiche. Je vais tenter de le grossir. Je vous invite à en ouvrir une copie de votre côté pour pouvoir suivre plus facilement, pour pouvoir prendre des notes aussi si vous le souhaitez. Donc, débutons par le début. Un projet de loi, il faut savoir que ça débute toujours par des notes explicatives qui expliquent un peu la volonté qui est poursuivie par le législateur en déposant ce projet de loi-là, ou plus clairement les problématiques qu'il souhaite aborder dans le projet de loi. Je vous parlais hier de l'utilisation du critère de l'utilisation raisonnable de l'expropriation de fait. Donc, ce qu'on voit dans les notes explicatives du projet, c'est notamment que le projet de loi 22 vise à s'intéresser à la réparation et à encadrer les recours en réparation d'un préjudice subi en raison de son effet de dépossession d'un droit portant sur un immeuble ou de son effet de suppression de tout usage raisonnable de ce droit qui résulte de certains actes municipaux. Donc, le projet de loi, il prévoit que la Cour supérieure, lorsqu'elle déclare qu'un droit sur un immeuble a fait l'objet d'un tel effet, doit déterminer l'indemnité à laquelle a droit le titulaire de ce droit. L'organisme municipal est tenu à la réparation des préjudices déjà subis et doit alors choisir entre se porter acquéreur du droit et payer l'indemnité d'expropriation correspondante ou modifier l'acte municipal afin de faire cesser l'effet de dépossession ou de suppression d'un usage raisonnable. Finalement, il voit une manifestation d'encadrer le phénomène de l'expropriation de fait. On voit aussi au projet de loi 22 une intention claire de s'attaquer à la notion de l'indemnisation. Donc, on nous mentionne, entre autres, vous le voyez en jaune dans l'écran, je peux essayer de grossir un peu davantage là, pour ceux et celles qui n'ont pas le projet de loi sous les yeux. Donc, on mentionne que le projet de loi attribue au tribunal le pouvoir de fixer une indemnité provisionnelle complémentaire et une indemnité définitive. À l'égard de cette dernière, il établit les différentes approches d'indemnisation selon lesquelles l'indemnité définitive est déterminée et définit certains concepts nécessaires à son calcul, tels que celui de l'usage le meilleur et le plus profitable et celui de la valeur marchande. Malgré ces notes qui mentionnent l'intention de l'État donc d'agir en matière d'expropriation de fait et en matière d'indemnisation, il faut comprendre qu'en matière d'expropriation de fait, le projet de loi reste à proprement parler silencieux. Il n'offre aucun encadrement qui vient contrer l'imprévisibilité de la notion de l'utilisation raisonnable telle qu'on l'abordait hier en matière d'expropriation de fait. En fait, en termes plus simples, ce qu'on peut constater, c'est que le projet de loi est plutôt un message qu'on envoie aux municipalités en leur disant simplement, essayez-vous, et si jamais vous êtes poursuivi en expropriation de fait et que la Cour conclut qu'il y a expropriation de fait, à ce moment-là, vous pourrez vous rétracter, vous pourrez retirer l'acte ou le règlement qui a un effet expropriant. Et bien entendu, payer l'ensemble des frais juridiques et des frais d'experts qui sont afférents aux procédures qui ont été entreprises et qui ont échoué devant la Cour. Donc, finalement, tout ce processus-là de tentative d'encadrer ou de conserver euh, est voué à se faire aux frais de la collectivité, même si, à toute fin pratique, l'indemnité serait évitée par un retrait du projet de loi. À ce titre, je tiens à porter à votre attention les articles 170 et 171 du projet de loi 22 qui sont, je dois le dire, assez inquiétants. Je les affiche à l'écran dans un petit instant. Donc, les articles 170 et 171 sont la seule manifestation d'une prise en compte de ce que le projet de loi appelle un effet de dépossession du droit ou de suppression de tout usage raisonnable d'un immeuble. On peut lire à l'article 170 que le recours d'un titulaire d'un droit portant sur un immeuble devant la Cour supérieure en réparation du préjudice subi en raison de l'effet de dépossession de son droit, ce terme-là, il est très important, sur cet immeuble ou de suppression de tout usage raisonnable de cet immeuble qui résulte d'un acte municipal pris en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ou de la section 3 du chapitre 4 de la loi sur le patrimoine naturel. Donc, pour la première fois, on voit une reconnaissance législative du phénomène de l'expropriation de fait à l'article 170, qui est complété à l'article 171, où on voit le fameux mécanisme de retrait qui sera possible et permis à une municipalité si la Cour en vient à la conclusion qu'il y a effectivement un effet de dépossession, de suppression d'un droit.
Il faut faire très attention lorsqu'on parle du recours d'un titulaire d'un droit en raison de l'effet de dépossession de son droit. On y voit au CQDE un élargissement extrêmement risqué de la notion d'expropriation de fait. Pour la simple et unique raison que le droit, le terme droit, au sens entendu par le projet de loi 22, lorsqu'on consulte l'article 2, on constate qu'il comprend aussi un démembrement. Or, avec l'intégration de la possibilité d'avoir effet de dépossession d'un droit ou de tout usage raisonnable sur un droit, on vient permettre de plaider l'expropriation de fait pour un démembrement du droit de propriété, ce qui n'est pas ouvert comme recours en vertu de l'article 952 qui précise qu'un propriétaire ne peut être contraint de céder sa propriété et non pas un démembrement de sa propriété, non pas une modalité de sa propriété, mais bel et bien sa propriété entière avec ses attributs complets. Et donc, 170 est, à notre sens, un gouffre béant pour un élargissement des plaidoiries en matière d'expropriation de fait. Il s'agit là d'un danger que doit absolument résorber le législateur au moment de sanctionner le projet de loi 22. Il doit y avoir pour le CQDE amendement de cette disposition-là sur cette notion précise. Mais il y a plus que ça. Euh, En matière d'effet de dépossession tel que prévu à l'article 170 et 171, ce qu'on constate, c'est que le mécanisme, même imparfait, qui est permis à une municipalité de retirer un acte, ne le sera que lorsque l'acte en question, la réglementation, provient et en fait découle de l'exercice de pouvoirs qui sont prévus à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et la loi sur le patrimoine culturel. Or, ces lois-là ne, ne portent même pas sur la compétence des municipalités en matière environnementale, qui, je vous le rappelle, est prévue à la loi sur les compétences municipales à l'article 4. Donc, non seulement on prévoit un mécanisme qui est imparfait, je viens dans un instant, mais en plus, la portée de ce mécanisme-là, elle est problématique. Elle ne permet pas de couvrir ou de protéger les municipalités quant à leurs compétences environnementales ou en matière de conservation. Il y a plus encore, on occulte, en faisant cette définition-là des pouvoirs municipaux, on occulte toute la possibilité qu'un pouvoir provincial fasse lui aussi l'objet d'allégations d'expropriation de fait. Je vous rappelle que les pouvoirs provinciaux en matière de conservation, bien que ce soit plus rare, il existe et il est plus rare cependant qu'ils sont contestés en matière d'expropriation de fait ou font l'objet d'allégations d'expropriation de fait. Il n'en demeure pas moins que ça existe. On en voit plusieurs exemples en matière notamment de conservation, de protection des berges ou des rives. On peut le voir aussi en termes de foresterie. Il y a des arrêts qui existent en la matière ou des décisions qui existent en la matière. Donc, le pouvoir provinciaux, finalement, ne s'octroie aucune protection contre des allégations d'expropriation de fait et encore moins une protection qui leur permettrait de retirer la réglementation ou l'acte qui est problématique. Il faut aussi savoir que ce mécanisme-là, qui est prévu à l'article 171, donc qui permettrait aux instances municipales de retirer les actes ou les règlements qui sont problématiques, ce n'est pas une panacée, loin de là. En fait, la jurisprudence retient, notamment dans plusieurs arrêts de la Cour d'appel, mais aussi dans certaines décisions de la Cour supérieure, que les municipalités, lorsqu'elles exercent des pouvoirs de conservation, répondent à une obligation ou à un devoir que leur impose l'État, le gouvernement provincial. En fait, ce sont souvent des devoirs qui s'imposent par le jeu de politique. On peut penser notamment aux OGAT, euh, ou au plan de mise en œuvre, la PNAT aussi. Donc, l'ensemble de ces politiques-là ont des impacts sur l'exercice de l'aménagement des territoires par les instances municipales et deviennent des obligations, voire même des obligations législatives. On peut penser aussi, par exemple, à une allégation d'expropriation de fait où un tribunal conclurait que la loi sur la qualité de l'environnement constitue de l'expropriation de fait, donc majoritairement on se situe maintenant en sphère provinciale, auquel cas il ne serait pas possible de déroger à la loi sur la qualité de l'environnement pour autant. Donc, ce recours-là à la possibilité de retirer un acte ayant un effet de dépossession, de suppression de toute utilisation raisonnable, il est peu praticable ou à toute fin pratique impossible à exercer. Donc, ce n'est pas une solution à l'expropriation de fait selon nous, mais alors là, pas du tout.
Ce qui m'amène à vous présenter les recommandations du CQDA en matière d'encadrement de l'expropriation de fait et de l'expropriation aux fins de conservation, qu'elle se fasse de droit ou de fait. La première recommandation qu'on fait, donc la recommandation A, est d'intégrer à la loi, au projet de loi 22 qui deviendra éventuellement la loi concernant l'expropriation, une partie qui s'intéresse exclusivement à l'expropriation aux fins de conservation. Ça offre de nombreux avantages. Notamment, ça permet de replacer au cœur du régime légal en matière d'expropriation l'intérêt collectif particulier que revêt la conservation. Il faut toujours garder à l'esprit qu'en matière de conservation, on fait face à une urgence climatique, on fait face à une urgence en matière de perte de la biodiversité et qui ne permet pas d'être reporté à plus tard. On doit répondre à cette urgence maintenant. En fait, cette urgence, elle est telle que la Cour suprême la reconnaît, telle que je le mentionnais hier, depuis 2021, comme un défi existentiel, non pas uniquement pour le Québec, mais bien pour l'humanité. On doit répondre à cette urgence climatique-là et on doit se donner les moyens de le faire. L'urgence, il faut comprendre qu'elle implique aussi en matière climatique de nombreuses actions qui sont très rapides et qui se limitent à une durée de temps très courte, c'est-à-dire qui doivent s'exercer très rapidement. Dans ce contexte-là, contrairement à d'autres fins publiques, qu'on songe au transport ou à d'autres fins au bénéfice de la collectivité, il faut comprendre qu'on ne peut pas reporter les projets en matière de conservation à plus tard au risque de voir nos efforts voués à l'échec ou de voir nos efforts ne pas être suffisants pour répondre aux défis existentiels des changements climatiques, notamment, et de la perte de la biodiversité. Donc, la suggestion que le SQDE fait en disant intégrons à la loi une section qui s'intéresse uniquement à la conservation, permet d'encadrer d'un même souffle tous les pouvoirs qui sont provinciaux ou municipaux et qui sont susceptibles de limiter le droit de propriété aux fins de conservation et de définir ce qu'est l'expropriation de fait en contexte de conservation. Ça permet de le faire pour l'ensemble des lois qui prévoient des pouvoirs de conservation, alors que ces lois-là, telles que je le démontrais hier, elles sont multiples. En fait, elles sont presque infinies, voire que de nouvelles lois ou règlements prévoyant des pouvoirs de conservation sont susceptibles de voir le jour dans le futur. À notre sens, le projet de loi 22 doit répondre aux préoccupations présentes, donc aux problématiques constatées aujourd'hui, mais aussi aux dynamiques susceptibles d'intervenir dans le futur. Avant de vous présenter officiellement et d'afficher le mémoire, je tiens à dire qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont soumis des commentaires à l'effet qu'il suffirait peut-être de mentionner dans différentes lois que tel ou tel pouvoir ne constitue pas un pouvoir d'expropriation. C'est une solution qui a assurément certains mérites. Cependant, elle ne permet absolument pas de répondre à la problématique de l'expropriation de fait. En fait, il faut se rappeler que l'expropriation de fait, vise toujours des pouvoirs qui ne sont pas des pouvoirs d'expropriation. Donc, le fait d'aller mentionner que ce n'est pas un pouvoir d'expropriation ne change pas réellement la donne, ne permet pas de répondre à la problématique. En fait, il faut garder à l'esprit, pardonnez-moi, que c'est l'effet du règlement qui compte, son effet uniquement. Donc, sa définition n'a pas d'importance au regard de la jurisprudence actuelle ou des interprétations judiciaires en matière d'expropriation. C'est uniquement l'effet sur le propriétaire, sur la propriété qui est observé. En permettant d'encadrer l'expropriation de fait dans une loi qui vise l'ensemble des lois, ce qu'on évite, c'est d'avoir à faire face à différentes tentatives de repousser les limites ou de tester les limites de chacune des lois devant les tribunaux. C'est malheureusement l'essence de la profession d'avocat que de tenter de faire interpréter le droit. Or, lorsqu'on fait face à plusieurs possibilités d'interprétation différentes, on fait aussi face à un risque d'interprétation asymétrique ou différentes des différents pouvoirs qui pourtant ont un objet très similaire. Le fait d'intégrer un passage spécifique en matière d'expropriation de fait dans la loi, dans le projet de loi 22, permet aussi d'encadrer l'indemnisation, que ce soit pour une indemnisation pour expropriation de droit ou pour expropriation de fait. Je vais y revenir. Ça permet aussi de prévoir des mécanismes particuliers qui replacent l'intérêt collectif, la préservation notamment des ressources judiciaires au cœur de nos préoccupations, notamment par l'encadrement du droit d'ester en justice ou d'entreprendre des recours judiciaires.
C'est quoi maintenant l'intégration du fameux texte dont je vous parle depuis tout à l'heure? Je vous le montre à l'instant. Je vais simplement gérer le partage d'écran. Le mémoire du CQDE propose, bien entendu, un mémoire tel que je vous le mentionnais, ce sera pas bien long, qui est assez exhaustif, et qui s'accompagne à la toute fin d'un annexe qui propose nos recommandations sous forme de texte législatif. Ce que nous souhaitions faire avec cela, c'est démontrer aux législateurs qu'il est possible d'adopter un régime qui s'intègre parfaitement à la loi sur l'expropriation, mais qui s'intéresse à l'urgence climatique, à la perte de la biodiversité, qui permet de répondre à ces problématiques-là en encadrant le phénomène de l'expropriation de fait, mais surtout en protégeant aussi la capacité de nos instances provinciales ou municipales à conserver le territoire. Donc, en ce moment, vous voyez à l'écran les recommandations du CQDE à l'annexe 1 sous forme de texte législatif. Je vous les présente. Donc, c'est d'intégrer à la loi sur le projet de loi 22 une partie qui s'intéresse exclusivement à l'expropriation en fin de conservation. Je vous l'ai déjà répété. Donc, on prévoit vraiment que cette partie-là ne s'applique qu'à cette fin. Et on prévoit aussi que toute disposition inconciliable du projet de loi 22 continue d'être applicable, hormis les articles 170 et 171 et les exceptions qui suivent plus bas. Donc, finalement, le projet de loi 22 est respecté dans son essence, mais se voit jouxter certains devoirs particuliers ou certaines règles particulières lorsqu'est en jeu la conservation. On y définit aussi l'expropriation aux fins de conservation comme une expropriation de droit, d'abord, qui est exercée par une instance compétente qui exerce des pouvoirs de conservation définis en des termes généraux. Il faut comprendre que l'intégration du passage de la partie législative qui est proposée par le CQDE, elle prévoit aussi que l'expropriation aux fins de conservation, elle s'entend aussi de d'allégations d'expropriation de fait. Donc, on n'est pas uniquement dans l'exercice d'un pouvoir explicite d'expropriation, on vise aussi des allégations d'expropriation de fait, afin justement, comme je vous disais, de pouvoir encadrer tous les phénomènes qui sont susceptibles d'intervenir dans cette matière-là. On y intègre des mentions à l'effet que l'exercice d'un pouvoir de conservation, autre qu'un pouvoir d'expropriation, est présumé ne jamais constituer une expropriation et ne pas avoir un effet expropriant. C'est-à-dire qu'un pouvoir qui n'est pas explicitement d'expropriation n'en est pas, sauf démonstration contraire. Et finalement, la disposition phare de nos recommandations législatives pour encadrer l'expropriation de fait, vous la voyez à l'article 176. On vient définir l'expropriation de fait, quels sont les critères pour en vérifier l'existence, puisqu'on convient que dans certaines situations extrêmes, l'exercice d'un pouvoir de conservation peut effectivement, occasionnellement et rarement avoir pour effet de dépouiller un propriétaire de sa propriété, auquel cas une indemnisation doit exister, ou en fait, il est nécessaire ou opportun qu'elle existe. Donc, lorsqu'on regarde les critères qui sont proposés par le CQDE, on n'est pas allé les chercher à tout va, là, on ne les a pas inventés au plaisir, on s'est fié à la jurisprudence qui existe déjà en matière d'expropriation de fait, notamment aux fins de conservation. Donc, on y voit entre autres que constitue un effet expropriant, en fait, a un effet expropriant, un acte ou une réglementation qui interdit l'utilisation ou l'usage qui avait cours sur la propriété au moment de l'expropriation. Lorsqu'elle a pour effet de priver la propriété de toute valeur économique et qu'elle a un tel effet sur la majorité ou la totalité de la propriété. Donc, on vient exclure les allégations d'expropriation de fait qui ne correspondraient pas à ces critères-là. Plus encore, on prévoit au second alinéa, juste ici, qu'il y a certains éléments qui ne participent jamais d'un effet expropriant, c'est-à-dire la diminution de valeur du bien, sauf dans la mesure prévue au premier alinéa. Donc, lorsqu'il a pour effet de priver la propriété de toute valeur économique. On pense aussi à la complexification de l'exercice du droit de propriété, qui est reconnu de tout temps comme un critère ne permettant pas de conclure à l'expropriation de fait, sauf lorsqu'il empêche effectivement, il interdit l'utilisation ou l'usage qui avait cours sur la propriété au moment de l'expropriation. Et finalement, on prévoit d'autres exceptions. Je vous laisserai en prendre connaissance.
Mais ces articles-là, ce qu'ils ont pour effet, c'est de permettre d'encadrer l'expropriation de fait, comme je vous le disais, peu importe de quelle façon survient, en vertu de quel pouvoir est allégué l'effet expropriant. Ça permet d'avoir une réponse qui est unifiée à l'ensemble des problématiques qui sont constatées dans la jurisprudence et d'avoir une prévisibilité juridique aussi, une prévisibilité qui permet donc d'éviter des recours trop fréquents en matière de conservation lorsque les autorités publiques tentent de s'acquitter de leurs devoirs de conservation. En même temps, il offre l'avantage de protéger tout de même le propriétaire qui fait face à une situation extrême, exceptionnelle, et protéger donc son patrimoine en évitant de le dépouiller complètement de son bien sans indemnité, ce que vise aussi à protéger l'article 952 lorsqu'on analyse les considérations qui le sous-tendent. Bien entendu, ce que je vous présente ici est fouillé et expliqué, exposé dans le mémoire et je vous invite à en prendre connaissance. Je n'ai pas le temps, malheureusement, d'en faire une présentation exhaustive en 1 heure aujourd'hui. Cependant, je veux aussi attirer votre attention sur un autre mécanisme que met de l'avant le CQDE, qui permet d'encadrer le recours aux tribunaux pour éviter que la dilapidation des fonds publics en termes de frais judiciaires, d'honoraires d'avocat ou de frais d'experts. On veut aussi, par un mécanisme d'autorisation préalable, qui est notre recommandation, éviter l'engorgement des tribunaux, améliorer l'accès à la justice et éviter l'instrumentalisation des recours judiciaires dans les négociations avec les municipalités. À cette fin, on prévoit un mécanisme qui est très similaire, vous le voyez à l'article 178 de notre recommandation, un mécanisme qui est très similaire au mécanisme de l'autorisation préalable en matière d'action collective, à une distinction près, toutefois, que le mécanisme qui est suggéré par le CQDE s'effectue par voie documentaire. Donc, il n'y a pas de représentation verbale par la Cour, orale devant la Cour ou d'audience qui est tenue. C'est plutôt une décision par le juge de la Cour supérieure d'accorder, d'autoriser ou non le droit d'intenter une poursuite en matière d'allégation d'expropriation de fait. Ce que ça a pour effet, c'est d'éviter d'ajouter une étape de plaidoirie ou de représentation ou d'audience devant les tribunaux et d'ainsi augmenter la facture plutôt que de la diminuer. On souhaite avoir une procédure simple qui permet de filtrer rapidement les recours qui ne devraient pas retenir l'attention de la Cour et qui ne devraient pas mobiliser des fonds publics ou dilapider les ressources judiciaires. Donc, cette recommandation-là apparaît aux articles 178 à 185 de l'annexe 1, qui s'étend jusqu'à 186 pour couvrir l'indemnité. On va y revenir tout à l'heure. Je souhaite maintenant aborder la notion de l'indemnisation. Je vais simplement fermer le partage d'écran. Je souhaite aborder avec vous maintenant la notion d'indemnisation et de réparation qui est applicable lorsqu'on se situe en contexte d'expropriation de fait. L'indemnisation touche l'expropriation de droit aussi. Cependant, en matière d'expropriation de fait, il y a une autre dimension qui est la notion de la validité de l'acte en cause. Je vous explique tout ça. Mais avant toute chose, il faut savoir que le législateur a une pleine compétence pour agir sur le droit de propriété. Je le portais à votre attention mardi lorsqu'on abordait le droit de propriété. Cette compétence-là, elle est telle qu'elle s'étend, y compris, elle comprend le pouvoir, pardon, de choisir d'exproprier sans indemniser. Le législateur, en contexte de conservation, aurait très bien pu prendre la décision de ne pas accorder d'indemnité s'il souhaitait exproprier aux fins de conservation, aux fins d'utilité publique, comme il le détermine. Ce pouvoir-là, il a été confirmé à plusieurs reprises, notamment par la Cour suprême qui s'y est intéressée en matière de transport, par exemple. Il y a plusieurs décisions qui sont citées dans le mémoire qui méritent d'être considérées. Il ne faut pas oublier que ce pouvoir, il existe, il est reconnu et il pourrait constituer la réponse applicable en matière de conservation si l'urgence climatique venait à s'accentuer. Cependant, l'exercice d'un tel pouvoir aurait pour effet de priver un propriétaire de son bien complètement, sans indemnisation, donc de possibilité de le dépouiller sans indemnisation de son patrimoine. Le CQDA considère qu'une approche qui refuse d'indemniser en cas d'expropriation peut être applicable lorsqu'on fait face à des multinationales qui ont un patrimoine extensif, qui ont les moyens d'absorber le choc que peut imposer parfois des urgences en matière d'intérêt collectif. Cependant, dans une loi cadre comme la loi sur l'expropriation,
Le CQDE croit que des nuances sont opportunes pour le moment, simplement puisqu'on peut toujours mettre en équilibre l'intérêt collectif en matière de conservation et l'intérêt individuel en matière de préservation du patrimoine. Il y a toujours des moyens plus nuancés qui existent et nous vous en suggérons quelques-uns. Avant toute chose, je veux regarder avec vous ce que prévoit le projet de loi 22 sur l'indemnisation en contexte d'expropriation. Donc, je vous réaffiche le PDF du projet de loi 22. Et je vais tenter l'exercice périlleux de commenter avec vous, ce qui est assez complexe, je ne vous le cacherai pas. Euh, je vais tenter de le faire avec la plus grande clarté possible. Le point de départ en matière d'indemnisation au PL 22 se situe à l'article 115. L'article 115 vise la détermination de l'indemnité définitive ou en fait résume l'approche qui s'applique pour déterminer une indemnité définitive. Ce qu'on y voit, c'est que le calcul d'une indemnité définitive débute toujours par une prise en compte de l'usage le meilleur et le plus profitable. On voit ça au premier alinéa. Cependant, ce qu'on constate aux trois alinéas qui suivent, c'est que l'UMEP semble avoir peu de rôle en matière de détermination de l'indemnité définitive. On y voit plutôt différentes approches qui retiennent, par exemple, l'usage autre que l'utilisation la meilleure et la plus profitable, ou encore, je vous l'ai mis en jaune au troisième alinéa, la théorie de la réinstallation. Auquel cas, il s'agit de la seule exception. Effectivement, l'UMEP n'entre pas en jeu. On voit d'autres considérations qui sont développées, ou du moins entrent en jeu de façon sous-jacente. Je n'entre pas dans cette sphère-là. Cependant, ce qu'on voit, c'est une approche d'indemnisation qui se fonde aussi sur ce que le projet de loi appelle des approches, au risque de me répéter. Ces approches-là sont très difficiles à saisir, je ne vous le cacherai pas. Et l'article 115 m'apparaît, suivant une étude du projet de loi 22, pour le moins obscur quant à son objet. Je vais vous expliquer pourquoi au fur et à mesure de la démonstration 22. Mais donc, lorsqu'on regarde 115, on pourrait croire que l'UMEP n'a pas un grand rôle à jouer, ou du moins qu'il sert plutôt de balise ou de phare pour se guider dans la détermination de quelle approche sera retenue en matière de calcul de l'indemnité définitive. C'est malheureusement inexact lorsqu'on approfondit notre analyse du projet de loi 22. Il faut, pour en juger, considérer ce qui compose une indemnité définitive. J'attire votre attention sur l'article 84. On nous dit je vais commencer peut-être par, pardonnez-moi, 82. Donc, une indemnité définitive, qu'est-ce que c'est? Mais ça comprend différents pôles d'indemnisation qui, ensemble, composent l'indemnité qui est définitive. On nous dit elle correspond au total des indemnités suivantes. L'indemnité immobilière en réparation de préjudice pour perte de valeur de convenance, pour les troubles, les ennuis et les inconvénients. Il faut savoir que l'indemnité immobilière, donc le premier pôle d'indemnisation dans le total de l'indemnité définitive, mais l'indemnité immobilière, elle comprend elle-même différents pôles d'indemnisation qui viennent s'ajouter à ceux que vous voyez en ce moment à l'écran. Avant de poursuivre, je porte à votre attention que le projet de loi aborde la question de l'expropriation d'un locataire ou d'un occupant de bonne foi. Le CQDE ne s'est pas intéressé à ces dimensions-là pour la simple et unique raison qu'un locataire ou un occupant de bonne foi n'est pas un propriétaire et ne peut donc pas alléguer une expropriation de fait. Donc, nous n'en avons pas tenu compte. Ça pourrait cependant être pertinent pour vos organisations d'en tenir compte. Je le porte à votre attention. Je poursuis donc sur l'indemnité définitive avec ces quatre pôles d'indemnisation dont le premier se subdivise en autres pôles d'indemnisation. Je descends à l'article 84. En matière d'indemnité immobilière, je dirais que c'est le cœur de l'indemnité définitive selon ma compréhension. On nous dit l'indemnité immobilière, elle est constituée de la valeur marchande du droit exproprié et, le cas échéant, de l'une des indemnités suivantes, une indemnité de déplacement,
une indemnité de réaménagement, une indemnité de fermeture d'une entreprise et l'indemnité de concordance. Donc, il faut comprendre que lorsqu'on est face à une situation qui n'est pas basée sur la théorie de la réinstallation, notre valeur marchande joue toujours un rôle dans la détermination de l'indemnité immobilière, à laquelle vient se greffer un des autres pôles d'indemnité qui est mentionné à l'article 84. C'est ici qu'on voit la manifestation des approches dont fait état le projet de loi 22. Peu importe l'approche adoptée, cependant, sauf en matière de théorie de la réinstallation, l'indemnité immobilière, elle fait toujours partie de l'indemnité définitive et, puisqu'elle comprend la valeur marchande, au regard des articles 85, 86 et 87, on comprend que la valeur marchande d'un droit comprend toujours l'utilisation la meilleure et la plus profitable de ce droit. Donc, toujours là, je le rappelle à votre souvenir, là, on ne parle pas d'un bien, on parle bien d'un droit. Donc, la valeur marchande qui participe toujours de l'indemnité immobilière et donc toujours de l'indemnité définitive est fondée sur l'UMEP. 85 nous dit la valeur marchande d'un droit correspond à la somme de la valeur de ce droit établi conformément à l'article 86. À l'article 86 qu'on voit, c'est que la valeur d'un droit correspond à la date de l'expropriation, correspond au prix de vente, pardon, à la date de l'expropriation, selon l'usage le meilleur et le plus profitable de ce droit. Donc, l'UMEP participe toujours du calcul de la valeur du droit en cause et donc toujours de l'indemnité définitive. On nous dit cependant que l'UMEP doit être calculé sans tenir compte de la moins-value ou de la plus-value qui est attribuable à l'annonce publique du projet de l'expropriant. Je rappelle à votre souvenir ce que je disais mardi. L'UMEP en soi n'est pas entraîne une imprévisibilité, mais n'est pas problématique, en ce sens où, par vocation profonde, il vise à protéger le propriétaire contre une diminution de sa valeur lorsqu'il y a l'annonce d'un projet d'expropriation. On ne veut pas que la valeur soit diminuée par l'expropriant lui-même qui vient établir un projet et qui cherche donc ou qui a la possibilité de payer une indemnité qui est moindre à cause du projet d'expropriation. Donc, sa vocation, elle est de protéger le propriétaire dans une certaine dimension. La problématique aujourd'hui, c'est qu'à notre sens, l'UMEP repose maintenant sur des critères qui sont imprévisibles. Il a une imprévisibilité qui est inhérente et qui emporte des délais qui sont importants devant les tribunaux, des délais qu'on peut qualifier de débats d'experts où des experts ne partagent pas la même avis quant à l'utilisation la meilleure et la plus profitable que devrait avoir un bien, que devrait se voir accorder un bien, et donc l'indemnité qui découle de cet usage le meilleur et le plus profitable. Lorsqu'on poursuit à 87, on vient encore là nous définir ce qu'est l'usage le meilleur et le plus profitable, qui participe toujours, comme je vous le dis encore une fois, de l'indemnité immobilière. On constate notamment une tentative du projet de loi de venir limiter la temporalité ou la portée temporelle de l'UMEP. Ce qu'on y voit, c'est qu'au deuxième alinéa, cet usage correspond à l'usage du droit fait à la date de l'expropriation ou à l'usage déterminé en tenant compte à la date de l'expropriation de l'ensemble des critères suivants. Le CQDA porte à votre attention que il n'est pas cette approche ne semble pas suffisamment claire pour écarter les interprétations jurisprudentielles qui permettent de se déporter dans le futur lorsque vient le temps de considérer l'UMEP. Vous vous souviendrez que je vous parlais de la décision Fernand-Gilbert qui a été rendue en 2022 par la Cour d'appel pour les juristes 2022 QCCA 209. On y voit notamment au paragraphe 60 et 61 que l'UMEP exige parfois de vérifier la possibilité qu'un règlement ou un règlement de zonage, une loi ou un acte soit écarté pour permettre un meilleur usage que souhaiterait l'exproprié. Donc, étendre, si vous le voulez, l'utilisation la meilleure et la plus profitable qui pourrait être faite d'un bien. Il faut faire attention. La codification qui apparaît à 87 du projet de loi, à l'article 87,
elle peut sembler suffisante. On se dit, bah, il est clair que c'est à la date de l'expropriation. Il faut par contre se rappeler que les normes de pratique des évaluateurs agréés prévoient presque explicitement l'ensemble des règles qui apparaissent là, y compris en matière de temporalité ou de temps qui doit être pris en compte pour la fixation de l'UMEP. Et ça n'a jamais empêché les tribunaux, malheureusement, d'adopter des interprétations judiciaires qui s'écartent de la fixation dans le temps au moment de l'expropriation, ou plutôt juste avant l'expropriation pour ne pas assister à une diminution de valeur. Pour le CQDE, la codification qui est là ne suffit pas à répondre à la problématique et ne suffit pas à écarter des interprétations qui sont imprévisibles et qui alimentent des débats. Et les approches dans tout ça. J'attire votre attention sur les articles 89 et suivants. Depuis tout à l'heure, je vous parle des différentes approches dont traite le projet de loi 22, à quoi elles servent. Euh, les approches, il faut savoir que finalement, elles constituent des indemnités qui viennent se greffer à l'indemnité immobilière. C'est-à-dire que l'exproprié pourra avoir son indemnité immobilière, comme je le disais tout à l'heure, mais en fonction de l'approche adoptée, viendra aussi s'y greffer un autre type d'indemnité, une seule du groupe qui est identifiée aux articles 89 à 94, ou 95, pardon. Donc, pour comprendre comment fonctionnent ces approches-là, il faut maintenant tourner notre attention sur l'article 72, le 75. Vous aurez compris, je le fais de mémoire, là. Des fois, j'ai un petit, j'ai un petit chiffre qui m'échappe. Donc, l'article 75, normalement, j'aurais pu débuter les explications par rapport au projet de loi 22 par là. Je trouve que malheureusement, ça induit en erreur. Parce que lorsqu'on lit l'article 75, ce qu'on nous expose, c'est qu'il y a 6 approches distinctes qui peuvent s'appliquer pour calculer une indemnité définitive. Oui, c'est vrai. Cependant, il faut toujours concevoir que peu importe l'approche adoptée, sauf la sixième, il y a toujours une inclusion du calcul de la valeur marchande du bien en raison de l'indemnité immobilière et donc toujours une prise en compte de l'UMEP, susceptible d'engendrer un débat en raison de son imprévisibilité. Donc, l'approche, elle est importante. C'est une approche qui n'est pas inintéressante. Cependant, ce n'est qu'un un plus qui vient s'ajouter à l'indemnité immobilière qui va constituer, avec les autres pôles d'indemnité, une indemnité définitive. Donc, elle n'est pas dérimente en soi, ce n'est pas le cœur du tout du projet de loi 22. Au contraire, bien qu'il soit présenté comme ça, l'incidence de l'approche, elle est somme toute relativement minime. Ce que vous allez voir au paragraphe 76 et suivant, c'est des dispositions qui prévoient quand s'applique, quelle approche. On le voit à 76, à 77, 78. Donc, par exemple, 77, l'approche basée sur le réaménagement d'un immeuble s'applique lorsque la partie dessaisie peut continuer d'exercer ses activités sur le résidu et que ce dernier doit être réaménagé, donc sur le même terrain, question de vulgariser un peu, pour demeurer fonctionnel à cette fin. On peut le voir comme ça. Donc, finalement, on vient nous dire quand vont s'appliquer ces approches-là. Et je retourne avec vous à l'article 84. Donc, avec ces approches, on va pouvoir déterminer laquelle de ces indemnités-là s'applique. Il faut faire attention, la théorie de la réinstallation, c'est la seule exception, comme je le disais tout à l'heure, où l'indemnité immobilière ne tient pas compte de la valeur marchande d'un droit. On nous dit toutefois, lorsque l'exproprié a droit à une indemnité établie en fonction de l'approche basée sur la théorie de la réinstallation, l'indemnité immobilière correspond plutôt à l'indemnité de remplacement des bâtiments et de leur aménagement à laquelle s'ajoute, le cas échéant, le coût d'acquisition d'un nouveau terrain. Donc, on regarde plutôt ailleurs pour déterminer le coût d'acquisition d'un autre terrain plutôt que de porter notre regard sur la propriété avec une indemnité de remplacement des bâtiments. On voit cette approche-là
le champ d'application de cette approche-là, il est défini à 81, où finalement, ce qu'on constate, c'est que cette approche-là, donc la seule exception en matière d'évaluation marchande, s'applique lorsque, à la suite de l'expropriation, un exproprié ne peut exploiter son entreprise agricole, commerciale ou industrielle ou poursuivre ses activités institutionnelles que sur un immeuble de substitution équivalent à celui exproprié. Donc, ça a une portée plutôt limitée lorsqu'une activité doit nécessairement avoir lieu sur un type de terrain, un type de propriété qui est très particulier. Si je résume, parce que là, je me doute que j'en ai perdu quelques-uns. Si je résume, une indemnité définitive, elle est soit basée sur la théorie de la réinstallation, soit elle comprend l'indemnité immobilière avec la valeur marchande d'un droit auquel s'ajoute des indemnités de déplacement, réaménagement, fermeture d'une entreprise ou indemnité de concordance. Dans les deux cas, donc théorie de réinstallation ou valeur marchande immobilière, donc indemnité immobilière, dans les deux cas, peuvent s'y ajouter d'autres pôles d'indemnité en réparation de préjudice pour perte de valeur de convenance et pour troubles, ennuis et inconvénients. C'est là qu'on atteint notre tout d'une indemnité définitive et c'est la réponse législative de l'Assemblée nationale pour l'instant au contexte, à la problématique de l'expropriation de fait. Lorsqu'on retourne à l'article 115, et après ça, je vous donne une pause de projet de loi. Lorsqu'on retourne à l'article 115, je vous mets au défi d'essayer de comprendre sa vocation profonde après une analyse pointilleuse ou rigoureuse du projet de loi 22. On nous dit qu'on détermine l'usage le meilleur et le plus profitable du droit exproprié, mais qu'on tient toujours compte d'un autre usage, l'alinéa 2, ou de la théorie de la réinstallation. Cet aspect-là me semble assez clair. On nous dit ensuite, si l'approche basée sur la théorie de la réinstallation ne s'applique pas, le tribunal détermine le montant de l'indemnité définitive en tenant compte de l'usage du droit exproprié sur la base de l'approche d'indemnisation qui accorde la moindre des indemnités. Oui, mais comme je vous le dis, l'indemnité immobilière comprend toujours la valeur marchande du bien. L'approche n'est finalement qu'une indemnité supplémentaire. On peut même appeler ça un bonus, là, si je vulgarise, qui vient donc se greffer à l'indemnité, qui fera partie de l'indemnité définitive. Donc, 115 peut nous laisser croire qu'on va toujours viser la moindre valeur. C'est le cas, mais il en demeure pas moins que le point central, l'usage le meilleur et le plus profitable du droit plutôt que du bien, demeure toujours présent au cœur de l'indemnisation que propose le projet de loi 22. Et c'est à ce phénomène-là qu'il est nécessaire de s'attaquer selon le CQDE. Donc, notre organisme propose une première recommandation en matière d'indemnisation qui est de s'en remettre à la valeur marchande, de remplacer la valeur marchande d'un bien par la valeur de son évaluation municipale. Je vous présente immédiatement le texte de l'annexe 1. Donc, l'annexe 1 de notre mémoire prévoit à l'article 186 l'approche qu'on préconise prioritairement pour l'indemnisation, que l'expropriation ait lieu de droit ou de fait, tel que je vous le mentionnais. Donc, ce qu'on y dit, c'est que les articles 45 à 138 du projet de loi continuent de s'appliquer, donc s'appliquent à l'instance en fixation de l'indemnité pour expropriation aux fins de conservation, sous réserve des éléments suivants. Aux fins de détermination de l'indemnité immobilière, la valeur marchande du bien correspond au montant de l'évaluation municipale de ce bien à la date de l'expropriation. Les articles 86 à 88 sont inapplicables. Ce sont les dispositions, je vous le rappelle, qui s'intéressent à l'usage le meilleur et le plus profitable, l'UMEP.
Les autres motifs d'indemnité immobilière s'appliquent, soit l'indemnité de déplacement, de réaménagement, de fermeture d'une entreprise ou de concordance selon le cas, parce qu'on se rappelle qu'il y en a juste une qui vient se jouxter à l'indemnité immobilière. Et finalement, les autres indemnités en réparation de préjudice, de perte de valeur, de convenance ou pour les troubles, les ennuis, les inconvénients s'appliquent. Donc, finalement, ce que le CQDE propose, c'est de remplacer la valeur marchande du bien par l'évaluation municipale en veillant à concilier l'ensemble du projet de loi, en assurant un juste équilibre aussi avec les droits du propriétaire versus sa responsabilité envers la collectivité. Ce que ça a pour effet, c'est de résorber l'imprévisibilité qui sous-tend l'UMEP respectueusement. Ça vient surtout résorber les débats d'experts qui se produisent toujours au détriment de la collectivité devant les tribunaux, même lorsque les autorités publiques en sortent gagnantes. Pourquoi? Parce qu'on engorge nos tribunaux, parce que le coût des tribunaux est aussi supporté par les collectivités. Ça permet d'accroître aussi l'accessibilité à la justice en élaguant un peu les recours qui vont pouvoir être présentés et en évitant les débats longs, fastidieux qui monopolisent le corps judiciaire. Ça a pour effet d'exclure l'UMEP dans la détermination de la valeur, mais il faut toujours garder à l'esprit que l'UMEP participe aussi dans une certaine mesure de l'évaluation municipale. Donc, finalement, en matière d'expropriation de fait aux fins de conservation, ce que ça a pour effet et d'expropriation de droit, c'est d'écarter l'imprévisibilité, de faciliter le débat, de s'assurer de préserver en même temps les droits du propriétaire, mais aussi ceux de la collectivité lorsque vient le temps de s'intéresser à la conservation. Ça fixe la valeur dans le temps. Ça répond donc à la problématique qu'instaure ou que reconnaît la décision Fernand Gilbert, qui permet de se projeter dans le temps, comme je l'expliquais tout à l'heure, tout en étant un équilibre souhaitable entre l'intérêt collectif et l'intérêt individuel. Subsidiairement, on propose le CQDE, donc si cette position-là n'était pas adoptée, on propose tout de même de répondre à la question de la problématique de l'adaptation dans le temps. Je vous présente dans un petit instant cette seconde approche-là. La problématique de la capacité, dans le cadre de la détermination de l'UMEP, à se projeter dans le futur, donc à lever un règlement qui empêcherait l'utilisation souhaitée par l'exproprié, euh, elle est possible. En fait, elle exige d'être claire. On lui propose simplement d'ajouter de l'usage le meilleur et le plus profitable, il ne peut en aucun cas être tenu compte de la possibilité d'une modification éventuelle des lois ou des règlements, y compris municipaux, de façon à permettre un usage autre que ceux possibles avant l'annonce du projet de l'expropriant. Donc, finalement, dans l'esprit du projet de loi 22, on vient intégrer ce dernier alinéa-là qui résorbe la problématique, mais qui, dans ce cas-là, s'appliquera à l'ensemble des expropriations de droit ou de fait qui appelleront à indemnisation en vertu de la loi concernant l'expropriation lorsqu'elle sera sanctionnée ou si elle est sanctionnée dans sa forme actuelle. Finalement, une autre problématique qu'on souhaitait porter à votre attention, je vous rapporte au texte législatif qu'on propose, c'est la problématique entre la confusion des réparations lorsqu'on parle d'indemnisation pour expropriation et lorsqu'on parle de validité d'un acte réglementaire ou d'un acte juridique ou l'exercice d'un pouvoir par un pouvoir public, une autorité publique. Il faut saisir que maintenant, en matière d'expropriation de fait, on ne tient pas compte de, par exemple, la mauvaise foi d'une municipalité, on ne tient pas compte de ses intentions, on ne tient pas compte de l'objectif poursuivi. Pourtant, comme je vous le disais mardi, dans plusieurs cas, l'acte qui est posé par le pouvoir public, il est posé de façon tout à fait légitime, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, et il respecte l'exercice qui doit être fait de ces pouvoirs-là ou leur fin, c'est-à-dire qu'il est exercé validement. La problématique qu'on constate, c'est qu'il y a parfois une confusion. En cas d'expropriation,
il y a une indemnisation. Lorsqu'il y a une conclusion d'expropriation de droit ou de fait, il doit y avoir une indemnisation qui est pécuniaire. Ça, je pense qu'on s'entend tous là-dessus. Par contre, lorsqu'on est face à l'utilisation oblique, discriminatoire, abusif, fait en excès de compétences, etc. Donc, lorsqu'on est face à un exercice abusif d'un pouvoir, la réparation qui s'applique en matière de droit public a de tout temps été l'invalidation de cet exercice-là. Il ne faut pas non plus conférer l'avantage à un propriétaire de bénéficier d'une indemnisation alors que, en vertu de la déférence qui est due au pouvoir public, euh, et du respect, bien entendu, du rôle du pouvoir public, lorsqu'on est plutôt face à un excès de compétence ou l'exercice abusif d'un pouvoir, il devrait normalement y avoir une invalidation de l'acte et donc il devrait y avoir une fin à l'expropriation. Le propriétaire est en mesure de conserver son terrain et ne devrait pas avoir à appeler à une compensation financière, outre ce qui est prévu en termes de responsabilité civile de l'État, par exemple, pour les dommages ou préjudices encourus. Il ne devrait pas y avoir confusion de ces réparations-là. Il devrait plutôt y avoir une invalidation du pouvoir. Donc, je vous lis simplement la disposition à l'article 177. Malgré toute disposition contraire, lorsque l'exercice d'un pouvoir aux fins de conservation revêt un effet expropriant, mais que l'exercice du pouvoir est invalide, notamment pour cause d'excès de compétence ou d'exercice abusif, arbitraire, oblique, discriminatoire ou de mauvaise foi, ce pouvoir ne constitue pas une expropriation, est déclaré invalide et n'appelle à aucune indemnité pour expropriation, sous réserve de dommages d'intérêt conformément au principe du droit civil. Donc, ça résume ce que je viens de vous expliquer. On évite ainsi la confusion entre indemnisation pour expropriation et réparation de l'exercice invalide d'un acte. Je n'entre pas dans toutes les explications quant à la déférence due à l'exercice d'un pouvoir là, par une autorité publique, mais je vous invite, si cet aspect-là, cette dimension-là retient votre attention, à lire, bien entendu, notre mémoire. Voilà qui m'apporte maintenant à parler très brièvement de la dernière problématique qui est identifiée au projet de loi 22, c'est-à-dire l'article 240. Il faut comprendre que l'article 240 ne confère aucune portée rétroactive au projet de loi. Le projet de loi 22 ne répond donc absolument pas aux cris d'alarme qui étaient lancés par les municipalités, ne permet pas de répondre aux recours judiciaires qui sont présentement pendants et je vous dirais même pire, il enclenche, en fait, il comporte le grand risque de déclencher une course contre la montre, puisque le projet de loi 22 prévoit un délai de grâce de 6 mois à compter de sa sanction pour bénéficier du régime antérieur plus favorable, tel que le reconnaît le gouvernement lui-même dans le mémoire qui a été déposé au Conseil exécutif. Donc, il y a des questionnements à y avoir sur la raison pour laquelle cette approche-là elle est adoptée. En quoi est-il légitime lorsqu'on constate une problématique, non seulement de ne pas y répondre adéquatement, mais de ne pas le faire pour les recours qui sont présentement pendants et qui mettent en jeu les finances publiques ou qui exercent des pressions fortes sur les finances publiques. Le CQDE appelle sans conteste à ce que le projet de loi 22, avec la réponse qu'il apportera au phénomène de l'expropriation de fait, on le souhaite, s'intéresse à la rétroactivité, s'applique rétroactivement aux recours qui sont présentement pendants. On recommande d'ailleurs de mandater le procureur général du Québec afin qu'il intervienne pour cause d'intérêt public dans les causes pendantes et demande la suspension des instances jusqu'à l'entrée en vigueur du projet de loi 22, en vous rappelant, bien entendu, que le législateur a toujours le pouvoir de modifier la loi, y compris son interprétation, y compris en cours d'instance, sous réserve de ne pas porter atteinte à des droits qui sont reconnus par des jugements passés en force jugée, c'est-à-dire en force de la chose jugée. Donc, des jugements qui sont finaux, sans appel et qui ne peuvent plus être modifiés, bien entendu. Je vous évite les nuances ici là, en matière de droit criminel, là, où on serait ailleurs en matière de droit prétorien, mais dans un contexte administratif d'interprétation des lois, c'est un pouvoir qui est reconnu au législateur d'agir rétroactivement sur des recours pendants et on lui suggère respectueusement de l'exercer en instance.
Voilà un peu qui complète la révision que je voulais faire avec vous des recommandations et du projet de loi 22. Ça a été un peu rapide, parfois un peu raboteux, je m'en excuse. Vous comprendrez bien entendu que je tente de vous expliquer des concepts très complexes rapidement. Je vous remercie de votre compréhension. J'espère que ça vous a été utile. C'est ce qui complète notre webinaire aujourd'hui, le second d'une série de deux sur l'expropriation. Je vous invite à consulter notre mémoire. Je vous invite aussi à aller commenter le projet de loi 22 sur le site de l'Assemblée nationale. Si le cœur vous en dit, si les recommandations que nous vous exposons vous rejoignent, je vous invite à manifester votre appui aux mémoires du CQDE sur le site de l'Assemblée nationale via le lien qu'on vous a partagé tout à l'heure. Vous pouvez le faire au moyen d'un petit post-it, là, une espèce de petite bulle avec des lignes sur le site de l'Assemblée nationale qui vous permet de commenter le projet de loi. Gênez-vous pas. S'il y a nécessité, bien entendu, de s'entretenir avec nous, on ne peut pas répondre à toutes les demandes, mais on demeure toujours disponible pour tenter de répondre à vos questions et soutenir, bien entendu, une évolution positive du droit de l'environnement. Donc voilà qui complète le webinaire. Je vous remercie d'avoir été présent. S'il y a des questions comme hier, je pourrais tenter d'y répondre. Je vais tenter de le faire là, pour quelques questions, Euh, mais je vous remercie de votre présence. Donc, je m'intéresse maintenant aux questions. Alors, on a une première question. On demande comment expliquez-vous que le législateur maintienne ce trou béant dans l'article 170? Je ne peux pas présumer connaître les intentions du législateur, bien entendu. C'est une bonne question. On se la pose nous aussi. On a hâte de voir les réactions que ça engendrera. Mais ce que je peux vous dire d'emblée, c'est que les municipalités manifestent déjà leur désaccord avec une mesure telle que prévue par l'article 170 et 171, bien entendu, là, le mécanisme qui va de pair. C'est problématique, puis on s'attend à avoir une réponse à cet effet-là, particulièrement en matière de l'élargissement de la notion d'expropriation de fait pour un droit et non pour un bien. On nous demande aussi qui et quels organismes pourront appuyer vos recommandations. Doit-on être membre du CQDE? Comptez-vous nous demander des appuis à divers groupes? En fait, l'objet des deux webinaires qu'on présentait mardi et aujourd'hui est justement de présenter nos recommandations. Et comme je vous le dis, je vous invite à appuyer notre mémoire si, bien entendu, vous convenez avec nous que ces recommandations sont adéquates. Vous pouvez aussi apporter des précisions s'il y en a certaines avec lesquelles vous êtes en désaccord. Le pouvoir de consultation appartient à tout le monde. Il n'est pas nécessaire d'être membre du CQDE. Vous pouvez toujours vous exprimer devant les instances démocratiques, notamment au moyen des commentaires via le lien que je vous ai partagé, que ma consoeur, pardon, Sophie, vous a partagé. Donc, n'hésitez pas à le faire. Par contre, si vous souhaitez devenir membre du CQDE, ben, vous êtes toujours les bienvenus. Vous allez trouver toute l'information relative à l'inscription comme membre sur le site du CQDE. Le montant est assez minime, là. Je crois qu'on parle d'un 5 donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre et à recevoir, bien entendu, nos infolettes et à vous tenir à jour quant à nos actions. Question farfelue, mais pourquoi est-ce la ministre responsable des Transports qui dépose ce projet? C'est une bonne question, surtout quand on connaît, surtout quand on comprend le contexte de conservation dans lequel s'exacerbent en ce moment les pressions relatives à l'expropriation de fait. En fait, dans la loi sur l'expropriation actuelle, la ministre des Transports est tout simplement la ministre qui est responsable de la loi sur l'expropriation. Pourquoi? Parce que généralement, l'expropriation, on l'entend beaucoup en termes de transport, développement d'autoroutes, par exemple, où on doit s'accaparer des terres, des parcelles de terre et tout ça. Donc, pendant longtemps, c'est le développement routier qui a justifié de l'expropriation. Je pense que tout le Québec se rappelle là, de l'expropriation de Mirabel. C'est une expropriation qui est fédérale pour la construction d'un aéroport. Donc, c'est généralement ce genre d'infrastructure. Avec l'avènement de l'urgence climatique depuis de nombreuses années et l'absence de réaction suffisante, ou l'insouciance, je vous dirais même, mais on fait face maintenant à une recrudescence des recours en matière d'expropriation pour conservation parce que justement, il y a tentative de répondre à cette urgence-là et malheureusement, mais paralysie des pouvoirs pour ce faire. Quelqu'un nous demande, je vous lis la question, là, si l'acquisition du terrain a été faite après l'adoption des lois en environnement que le projet voulu pourrait enfreindre. Donc, finalement, si on a une loi qui vient limiter le droit de propriété, que la propriété elle est acquise après,
on demande là, est-ce qu'il serait tout de même indemnisé? Je résume un peu la question, là. On nous dit même que c'est de la pensée circulaire. Ben, j'ai tendance à vous répondre, un propriétaire qui achète en toute connaissance de cause quant à la réglementation qui prévaut et qui s'applique et qui limite les usages, non, on ne pourra pas alléguer une expropriation de fait. Cependant, on a vu des jugements assez contradictoires. Je vous parlais mardi de l'affaire Duprat, où Mme Duprat sera indemnisée pour avoir acheté le terrain à sa tante. Je crois que mardi, j'ai dit sa sœur, donc je me permets de rectifier, c'est sa tante. Et il y a une partie du terrain qui était déjà soumise au règlement de conservation. Et malgré tout, Mme Duprat sera indemnisée pour la totalité de son terrain. Donc, effectivement, il y a lieu d'y avoir une analyse très rigoureuse du cadre légal qui prévaut au moment de l'achat, mais je vous dirais aussi avec les suggestions qu'on propose au moment qui précède exactement le projet d'expropriation. C'est-à-dire, si à ce moment-là, il n'y a pas possibilité de voir un projet aller de l'avant en raison de la réglementation avant la réglementation pour alléguer expropriante, là. Donc, si à ce moment-là, l'usage projeté il n'est pas permis, assurément, on ne devrait pas en tenir compte et nos recommandations reflètent cette nécessité-là. Les indemnités en réparation de préjudice ou de perte de valeur ne représentent-elles pas une question très discutable qui risque de revenir un peu à la problématique de la juste valeur marchande? Oui et non. Je ne vous les ai pas présentés, mais il faut savoir que l'article 96 du projet de loi 22, si ma mémoire est juste, encadre assez précisément ce qui est et ce qui n'est pas un préjudice. En ce sens, à la lecture, on n'identifiait pas de problématique grave. Au contraire, on y voit un encadrement là, relativement strict ou assez usuel de ce qui peut constituer un préjudice. Donc, il n'y a pas de risque d'élargissement, du moins pour l'instant. Il faut comprendre aussi que dans le cadre d'une indemnité qui est définitive, les différents pôles d'indemnité, réparation de préjudice, convenance, trouble, inconvénient, ils sont relativement restreints. C'est-à-dire que les montants qui sont octroyés sont beaucoup moins significatifs que les montants pour l'indemnité immobilière, par exemple, donc la valeur de la terre. Auquel cas, ben, ça retient moins notre attention. Mais dans le fin détail, il pourrait effectivement éventuellement y avoir des interprétations plus problématiques, mais le projet de loi 22 ne nous semble pas euh, comporter là, de failles facilement identifiables là, quant à ces aspects-là. Quelqu'un nous demande s'il y a des comparables utiles dans la législation des autres provinces qui ont pu appuyer vos recommandations. C'est sûr que la réglementation des autres provinces, on l'a analysée notamment en contexte d'indemnisation. Pour ce qui est des contextes d'encadrement de l'expropriation de fait, c'est extrêmement distinct. Je n'y vois pas de parallèle. On n'a pas étudié non plus la jurisprudence des autres provinces en cette matière-là parce que déjà en soi, c'est très complexe de s'intéresser à la dynamique au Québec. Et il faut se rappeler qu'au Québec, on est quand même dans une tradition civiliste en matière de droit civil et notre code civil encadre possiblement différemment les autres effets. On aurait pu se tourner. Il vient un moment où on doit, malheureusement, je dois l'avouer, choisir nos combats. Et on s'est intéressé à l'interprétation qu'en ont fait les tribunaux, des interprétations qui remontent au Québec, je vous le rappelle, là, environ aux années 80, où on voit déjà ce genre de débat-là intervenir devant les tribunaux. Dans ce contexte-là, les tribunaux ont déjà fait un excellent travail d'encadrement. Ce à quoi on appelle, par contre, c'est au leadership du gouvernement du Québec qu'il y ait des similarités dans les autres provinces ou non. Il n'y a rien qui nous empêche de manifester notre leadership, d'aller de l'avant et de remettre au centre du débat l'intérêt collectif en matière de conservation. C'est une nécessité de le faire. Donc, il ne faut pas toujours attendre que ça arrive dans les autres provinces. On peut se permettre d'être un peu plus ambitieux dans les moyens qu'on prend. Quelqu'un se questionne à savoir s'il serait possible d'utiliser les fonds qui sont immobilisés dans le fonds vert pour indemniser pour l'expropriation aux fins de conservation.
C'est une voie qui pourrait être explorée. Il ne m'appartient pas de le dire. Je n'ai pas examiné cette possibilité-là finement. Cependant, ça peut faire partie effectivement des possibilités envisagées, sous réserve, bien entendu, que ça respecte les critères législatifs en matière d'utilisation des fonds verts, du fonds vert, pardon, et bien entendu que ça ne dépouille pas, ça n'utilise pas ces fonds-là au détriment d'autres initiatives de conservation qui sont proactives, notamment en matière de restauration des milieux naturels, etc. Donc, je vous dirais oui, avec un bémol cependant, et nécessité d'une analyse plus détaillée. On nous demande si l'UMQ, la FMQ et la CMM partagent des recommandations similaires aux nôtres, donc l'Union des municipalités du Québec, Fédération municipale du Québec et la Communauté métropolitaine de Montréal, si je me rappelle bien là, des acronymes exacts, partagent des recommandations similaires. Je ne le sais pas pour l'instant. À ma connaissance, on est les premiers à sortir notre position publiquement. Je sais cependant que le projet de loi 22 avait initialement été salué par l'UMQ, si ma mémoire est juste, qui mentionnait notamment vouloir analyser plus en détail le projet de loi. J'ai bien hâte de voir leur position. À voir. Quelqu'un demande à se voir réexpliquer comment appuyer notre mémoire. Vous pouvez le faire sur le site de l'Assemblée nationale via la section commentaires. Je vous invite à regarder dans la section, là, dans la discussion, la petite bulle discussion qu'il y a dans le bas de votre écran. Si vous cliquez dessus, le premier commentaire dans le haut devrait vous donner le lien vers l'Assemblée nationale. En cliquant dessus, vous allez arriver directement sur le site de la commission par rapport au projet de loi 22. Et si vous regardez, vous allez voir une petite mention, soit une petite bulle ou une mention commenter ce projet de loi. Et à ce moment-là, un formulaire s'ouvre et vous pouvez le faire tout simplement. Quelqu'un demande si les municipalités qui ont accepté des projets de développement ou sont en discussion avec des propriétaires pour développement d'un terrain, si la municipalité peut revenir sur sa décision et exproprier pour conservation. J'ai tendance à vous dire oui, avec un très gros bémol. Il faut faire attention aux attentes qui sont créées. Il y a différents critères là, qui doivent être vérifiés, sens entendu par la loi. Donc, oui, parfois, il y a des engagements qui sont à ce point clair qui pourraient engager la responsabilité de la municipalité, mais qui ne constituerait pas pour autant de l'expropriation. Donc, il y a lieu de distinguer les réparations. Je ne m'avance pas plus sur ce sujet-là, mais en matière de responsabilité ou d'attente raisonnable, notamment la jurisprudence est assez étoffée. On demande si le CQDE considère donc que Mme Duprat, donc dans l'affaire de Ville de Mascouche, là, ne devrait avoir droit à aucune indemnité. Ce n'est pas la position qu'on adopte. Au contraire, notre position est à l'effet que Mme Duprat, si effectivement il y avait expropriation de fait, devrait avoir droit à une indemnisation selon la valeur municipale. C'est la solution mitoyenne qu'on trouve pour rétablir l'équilibre entre l'intérêt individuel et collectif, en plus des autres indemnités qui s'ajoutent. On demande si en quoi le recours à la préemption CMM, là, entre parenthèses, constitue une expropriation déguisée? La préemption n'est pas un mode d'expropriation, ce n'est pas non plus de l'expropriation déguisée, c'est une préférence d'option d'achat. Donc, c'est un ordre prioritaire, en fait, une possibilité d'acheter prioritairement tout autre un terrain, la préemption. Ce ne sont pas les mêmes concepts juridiques. On nous pose la question très intéressante. Considérant l'importance que vous accordez à l'évaluation municipale dans vos recommandations, cette évaluation ne pourrait-elle pas être corrompue et avantager, outre mesure, l'exproprié?
Attention, et je vois ici là, qu'on parle de l'exproprié, non pas de l'expropriant. Si vous portez attention aux mémoires du CQDE en section 4.4, si ma mémoire est juste, vous allez voir des mentions quant au risque de manipulation de la valeur de l'évaluation municipale. Le CQDE l'a envisagé cette option-là du côté d'un point de vue manipulation par l'expropriant, par exemple une municipalité. On écarte l'hypothèse d'une manipulation et de toute façon, le droit permettrait de résorber cette problématique-là ou de l'aborder de façon tout à fait correcte pour un propriétaire qui sera en mesure de démontrer une manipulation de l'évaluation municipale. Je vous rappelle en outre qu'un propriétaire a toujours la possibilité de contester une évaluation municipale lorsque l'avis lui parvient. Donc, cette évaluation-là, lorsqu'elle est acceptée, elle est valide, elle est, bon, j'utilise un gros mot, là, mais présumée l'être. Donc, il appartient aux propriétaires de s'assurer, dans l'exercice de leur droit, de contester ce qui leur semble inapproprié, inadéquat ou incorrect là, par rapport à la valeur de leur propriété. Et voilà, comme je le disais, au risque de me répéter, le droit permet de répondre à cette question-là. Donc, je vous invite peut-être à lire notre mémoire. Ce qui est pour la possibilité, c'est ça. Ce qui est pour la possibilité de manipulation de la valeur de l'évaluation municipale par l'exproprié à ce moment-là, donc le propriétaire. J'aurais tendance à vous dire, on est ailleurs, là, ça devrait, ce type de prétention-là devrait reposer sur une preuve probante parce que ça sous-entend donc la manipulation de l'instance qui fait évaluer le terrain. On demande est-ce que le fait que le projet de loi a été présenté par le MTQ, donc le ministère du Transport du Québec et de la Mobilité durable, à l'Assemblée nationale influence son contenu selon vous? Non. Ce n'est pas l'impression que j'ai. En fait, ce que j'y constate lorsqu'on va lire non seulement le projet de loi, mais aussi le mémoire de la ministre qui a été déposé, au contraire, je pense qu'on est bien conscient du contexte dans lequel se situe l'intervention, la réforme législative qui est requise. Est-ce que l'ensemble des sensibilités en matière de conservation ont été considérées? Cependant, est-ce que tu sais, le personnel qui a travaillé, les fonctionnaires qui ont travaillé sur la rédaction notamment du projet de loi, avaient accès à une information suffisante en matière de conservation? C'est une question qu'on peut se poser, mais malheureusement, je n'ai pas la réponse à ça. Ce que je peux vous dire, c'est que le projet de loi, selon notamment ses notes explicatives, semble vouloir s'intéresser aux problématiques là, d'expropriation de fait en matière de conservation. Je vois qu'il est déjà 13h18. On a déjà un petit peu dépassé le temps. Je vous remercie énormément de votre participation en grand nombre. C'est un plaisir de m'entretenir avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile. On demeure disponible pour certaines questions plus à compter de demain. Cependant, je vous invite d'abord à prendre la peine de lire notre mémoire si vraiment le sujet vous stimule. Et encore merci de votre présence en très grand nombre. C'est hyper apprécié. Au plaisir.